Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir que je vous présente s'intitule « La petite vieille qui n'avait pas peur du tout ». Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre les enfants, j'aimerais vous demander d'activer votre petite cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires et à mettre un petit pouce bleu si celle-ci t'a plu. En attendant, je t'invite à t'installer dans ton lit, à attraper ton doudou et à te préparer, car notre histoire est sur le point de débuter. C'est parti. Il était une fois, tout au bout d'un sentier caché par des feuilles dorées, une petite vieille dame qui vivait dans un cottage minuscule. Les volets étaient peints en bleu ciel et un chat roux dormait toujours sur le rebord de la fenêtre. Cette petite vieille n'était pas comme les autres. Non, elle n'avait peur de rien. Ni du tonnerre qui fait boum, ni des ombres qui dansent sur les murs, ni même des araignées poilues dans sa cave. Elle vivait paisiblement avec un petit sourire malicieux et des bottes toujours prêtes pour l'aventure. Ce jour-là, un vent frisqué soufflait entre les arbres. Les feuilles tourbillonnaient comme des papillons affolés. La petite vieille attrapa son panier en osier et dit à voix haute en nouant son foulard. Il est temps d'aller ramasser quelques herbes pour ma soupe d'automne. Elle referma la porte derrière elle, descendit les 3 marches en pierre moussue et s'avança dans la forêt. Elle connaissait chaque arbre, chaque pierre, chaque odeur. L'air sentait le bois mouillé, les champignons et un peu l'aventure. Pendant des heures, elle marchait doucement, s'arrêtant ici pour cueillir du thym sauvage, là pour ramasser des noisettes. Le soleil descendait lentement derrière les branches, peignant le ciel de rose et d'orange. La lumière devenait timide. Le vent, lui, devenait plus bavard. Soufflait-il en agitant les branches. Mais la petite vieille n'avait pas peur. Elle chantonnait même. Je n'ai peur de rien, ni du vent, ni du noir, car je suis plus forte qu'un cauchemar. Pourtant, lorsque la dernière lueur du soleil disparut derrière les collines, elle frissonna un peu. Il est l'heure de rentrer, murmura-t-elle. La nuit tombe vite par ici. Et sans se presser, elle prit le chemin du retour, son panier plein à ras-bord, sans savoir que la forêt allait lui jouer un drôle de tour. Le sentier du retour était étroit et un peu tordu, comme s'il avait été dessiné par un enfant. Les arbres formaient un grand tunnel de branches au-dessus de la tête de la petite vieille, et la lumière de la lune, fine comme un fil d'argent, glissait entre les feuilles. Elle avançait tranquillement, le panier bien calé sur son bras, quand tout à coup, elle s'arrêta net.
Là, en plein milieu du chemin, posées bien droites comme deux gardes en uniforme, se tenaient deux grosses chaussures. Elles étaient énormes, en cuir craquelé, avec des lacets longs comme des serpents. « Oh, qu'est-ce que c'est que ça ?» dit-elle en plissant les yeux. Les chaussures bougèrent toutes seules, et elles firent d'un pas lent et lourd. La petite vieille leva un sourcil. Elle croisa les bras. « Je ne vous connais pas, vous deux. Et je n'aime pas qu'on me barre le chemin. Alors, poussez-vous !» Mais les chaussures avancèrent d'un pas. « Ah, vous croyez m'impressionner ?» dit-elle en tapant du pied. « Je n'ai pas peur de vous. Je suis une vieille dame, pas une poule mouillée. » Et sur ces mots, elle les contourna d'un pas sec et reprit sa marche. Mais derrière elle, dans le silence de la forêt, elle entendit les chaussures la suivaient. Elle se retourna. Personne. Juste les chaussures qui marchaient toutes seules. « Quelle toupée !» s'exclama-t-elle. « Des chaussures qui n'ont même pas de pieds dedans et qui se permettent de me coller au basque. » Elle accéléra un peu le pas, le cœur intrigué, mais pas effrayé. « Ce n'est rien. Le vent joue des tours. Peut-être que je suis juste un peu fatiguée, » pensa-t-elle. Mais le bruit continua. La forêt semblait retenir son souffle. Les chouettes s'étaient tues. Et même le vent s'était calmé. Seules ces deux chaussures claquaient derrière elle, comme si la nuit voulait jouer à se faire peur. Mais elle n'avait pas peur. Pas encore. La petite vieille marchait d'un pas décidé, mais son dos se redressait un peu plus à chaque pas. Le clon, clon, régulier derrière elle semblait plus proche, plus pressant. Mais elle serra les dents. Elle avait vu pire. Des taupes dans sa soupe, des orages en pleine nuit, même une chèvre qui l'avait mordue une fois. Alors, ce n'étaient pas des chaussures sans jambes qui allaient lui faire peur. « Vous pouvez clamper toute la nuit si vous voulez. Je n'ai pas peur. » lança-t-elle sans même se retourner. Elle continua, le vent s'étant calmé. La lune brillait maintenant, ronde comme une assiette, suspendue dans le noir. Mais soudain, elle s'arrêta. Quelque chose se dressait juste devant elle. « Oh non! Et maintenant quoi ?» grogna-t-elle. Un pantalon, un grand pantalon gris, flottant dans les airs, sans jambes, sans ceinture, mais debout tout seul comme un grand. Et le pantalon bougeait. Il se tortillait à droite, puis à gauche, et faisait... Oh! Toi aussi, tu veux me bloquer la route? dit-elle en le regardant d'un air sec.
Le pantalon frissonna un peu plus et s'approcha d'un petit pas hésitant. Je suis une vieille dame fatiguée, tu sais. Je n'ai pas de temps à perdre avec des vêtements qui jouent les malpolis. Le pantalon frétilla encore comme un poisson hors de l'eau. Allez, oust! File dans un placard. Et toi aussi, les godillons grinçants. Je vous ai assez vus. Elle les dépassa d'un pas vif, mais derrière elle, le bruit était plus fort. Et elle entendait les feuilles craquer. Les brindilles se cassaient sous le poids invisible de ces choses étranges. Elle commença à marcher un peu plus vite. Son cœur battait, mais elle tenait bon. Elle serra son panier fort contre elle et murmura. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai peut-être qu'un tout petit peu froid. Mais la nuit n'en avait pas fini avec elle. La petite vieille accéléra le pas. Ses bottes tapaient contre le chemin, son panier se balançait au rythme de sa marche, et son souffle formait de petits nuages dans l'air frais du soir. Derrière elle, c'était devenu une drôle de symphonie. Clou, clou, faisaient les chaussures. Soufflait le pantalon. Et la forêt, d'un silence presque magique, semblait écouter. Elle longea un vieux tronc creux et enjamba une racine tordue. Mais là, juste après, elle s'arrêta net. Oh non! Encore! Soupira-t-elle. Cette fois, c'était une chemise. Une grande chemise blanche à boutons de nacre qui flottait dans les airs comme si un vent invisible la faisait danser. Et la chemise tremblait, les manches agitées, le col qui frissonnait. Frou, 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 frou. C'est une farandole de vêtements ou quoi? S'exclama-t-elle. Qui m'a mise sur la route d'un bal costumé. Mais la chemise avança, doucement, bras tendus comme pour un câlin. N'essaie même pas, dit-elle en reculant d'un pas. Je ne suis pas d'humeur à me faire serrer par un bout de tissu frileux. Elle fit un pas frileux sur le côté. Mais alors, 2 gants blancs surgirent des broussailles et firent. Bravo! Ironisa-t-elle. Vous applaudissez mon courage, peut-être? Et ce n'était pas fini. Un grand chapeau noir, haut et raide, tomba d'une branche au-dessus de sa tête. Il s'inclina doucement. Non. Eh bien, au moins l'un de vous a des manières, dit-elle en tapotant le bord du chapeau. Puis, elle déclara, la voix ferme mais les joues un peu rouges. Je n'ai pas peur de vous, non mais... Vous êtes ridicules tous ensemble. Allez donc faire une lessive ou un défilé de mode ailleurs. Elle reprit sa marche un peu plus vite, un peu moins fière. Derrière elle, la forêt se réveillait. Clou, clou.
Noute, noute. Et dans son ventre, un petit frisson. Juste un tout petit. La petite vieille n'était plus très loin de son cottage. Elle reconnaissait les pierres moussues sur le bord du chemin, les branches qui formaient une arche au-dessus de sa tête, et même le vieux tronc d'arbre creux où nichait un écureuil grincheux. « Encore quelques pas !» se dit-elle. « Et je serai bien au chaud chez moi. » Mais au moment même où elle s'apprêtait à tourner vers le sentier de sa maison, que quelque chose l'attendait. Quelque chose de gros, quelque chose de rond, quelque chose d'orange. Une énorme tête de citrouille posée là, toute seule, sur le chemin. Mais ce n'était pas une simple citrouille de potager. Elle avait des yeux triangulaires, une bouche tordue taillée comme un éclair, et à l'intérieur, une lumière étrange qui dansait comme une petite flamme vivante. La petite vieille ouvrit grand les yeux. Et la tête de citrouille cria d'une voix grave. Bouh! Cette fois, la vieille dame ne dit rien. Elle ne fit pas un geste, pas un mot. Elle fit demi-tour et elle courut. Ses pieds tapaient le sol, son panier ballottait à toute vitesse et ses cheveux s'échappaient de son fichu. Elle ne se retourna même pas. Mais derrière elle, c'était le carnaval du bizarre. Clomp, clomp, faisaient les chaussures. Soufflait le pantalon. Frou, 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 frou. Agitait la chemise. Applaudissait les gants. Note, note. Hochait le chapeau et bouh, criait la tête de citrouille encore et encore. Elle courut jusqu'à sa petite maison, ouvrit la porte à la volée, la referma d'un coup sec et tourna la clé 3 fois. Clac, clac, clac. Puis elle s'effondra dans son fauteuil à bascule devant le feu qui crépitait doucement. Elle respira profondément. Le silence revint peu à peu, comme un chat qui revient se blottir. Elle ferma les yeux un instant, puis quelqu'un frappait à la porte. Elle rouvrit les yeux. « Non !» souffla-t-elle. « Ce n'est pas fini !» Mais elle n'avait pas peur. Elle n'en avait jamais eu. La petite vieille se leva lentement de son fauteuil. Ses genoux craquèrent un peu, mais elle se redressa fièrement. Ses yeux fixaient la porte, derrière laquelle on avait frappé. Le feu dans la cheminée lançait des ombres dans toute la pièce. Le vent s'était tu, comme s'il écoutait lui aussi. Elle s'approcha, sa main sur la poignée. « Allez !» dit-elle doucement. « Je suis une vieille dame, pas une flaque de peur. Voyons qui ose me déranger à cette heure.
Elle ouvrit. Et là, sur le pas de la porte, ils étaient tous là. 2 chaussures bien rangées. Un pantalon tout droit comme un soldat. Une chemise frémissante. 2 gants blancs. Un grand chapeau noir qui s'inclinait. Nout, nout. Et une énorme tête de citrouille avec des yeux brillants et une grande bouche qui gronda. Bouh! La petite vieille resta un instant sans bouger. Puis, elle déclara calmement: « Je ne suis pas du tout effrayée. » Elle croisa les bras. « Qu'est-ce que vous voulez à la fin ?» La citrouille s'avança un peu, ses yeux tristes. « On voulait te faire peur, » murmura-t-elle. « Ha! Raté !» dit-elle. « J'ai vu des casseroles plus terrifiantes que vous. » Un silence. Les vêtements semblaient tout penauds. La citrouille, elle, baissa la tête. Une petite flamme faiblit dans ses yeux. « On ne sait plus quoi faire, » dit-elle. « Si on ne fait peur à personne, à quoi on sert ?» Alors, la petite vieille eut une idée. Elle s'approcha et chuchota quelque chose dans l'oreille de la citrouille. Les vêtements se penchèrent pour entendre. Puis, la flamme dans la tête de citrouille se ralluma doucement. Elle hocha la tête, heureuse. « Voilà !» dit la vieille dame. « Tout le monde mérite une place, même des habits farceurs. » Elle leur souhaita bonne nuit, referma la porte et monta se coucher. Un petit sourire au coin des lèvres. Le lendemain matin, elle ouvrit sa fenêtre et dans son jardin, elle vit 2 chaussures, clomp, clomp, un pantalon, une chemise, 2 gants, un chapeau, nout, nout, et une citrouille qui criait. Bouh! Pour faire fuir tous les corbeaux du potager. Elle avait trouvé à chacun une nouvelle mission. Et tout le monde, même une vieille citrouille, était utile. Car oui, tout le monde a besoin de se sentir important, même les choses un peu étranges. Ce soir-là, l'air sentait la terre humide et les feuilles mortes. Le village entier semblait retenir son souffle, comme si les ombres avaient envahi les ruelles. J'avais 10 ans, et mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il résonnait dans ma poitrine comme un tambour de guerre. Devant moi se dressait la maison abandonnée. Immense, sombre, les volets pendaient comme des paupières fatiguées et les murs se couvraient de fissures qui ressemblaient à des cicatrices.
Je m'approchai du portail en fer. Il était tordu, mangé par la rouille, et me donnait l'impression d'être une gueule prête à me dévorer. J'hésitais. Devais-je vraiment entrer? Tout le monde au village disait que cette maison avalait ceux qui osaient s'y aventurer. Mais quelque chose au fond de moi poussait mes pieds en avant. Je posai ma main sur le métal glacé. Le bruit grinça dans l'air comme un cri de corbeau. Mon souffle se coupa. J'avais envie de fuir, mais mes jambes me portèrent de l'autre côté du portail. Les herbes folles m'arrivaient presque jusqu'aux genoux. Et chaque frottement contre ma peau ressemblait à des doigts qui tentaient de m'attraper. Je jetai un coup d'œil derrière moi. La brume s'épaississait, engloutissant peu à peu le chemin du retour. Oh, je n'avais plus le choix. Il fallait avancer. La maison devant moi semblait m'appeler. Les fenêtres vides étaient comme des yeux noirs. Les marches du perron craquèrent dès que je posai le pied dessus. Un frisson me traversa de la nuque jusqu'aux orteils. La porte, entr'ouverte, oscillait au rythme du vent. Chaque grincement me donnait l'impression qu'elle m'invitait à entrer ou qu'elle m'avertissait de rester dehors. Je pris une grande inspiration. Allez, courage! Juste un pas. Et d'un geste hésitant, je franchis le seuil. À peine entré, l'air changea. Froid, humide, lourd. Il sentait la poussière, le bois pourri et quelque chose de plus âcre, comme une vieille fumée oubliée. Mes narines se pincèrent. J'avais l'impression que la maison me refermait ses murs dessus comme une cage géante. Ma petite lampe torche tremblotait. Sa lumière trop faible n'éclairait que quelques mètres devant moi. Les papiers peints pendaient par morceaux, formant des lambeaux qui bougeaient avec les courants d'air. Chaque craquement de plancher résonnait comme un coup de tonnerre. Je fis un pas, puis un autre. Le silence était trompeur. En réalité, la maison bruissait sans cesse. Un soupir derrière une porte, un froissement dans l'ombre, un craquement qui ressemblait à un pas. Je murmurais pour me rassurer que ce n'est rien, c'est juste le vent. Mais mon cœur n'y croyait pas. Soudain, un bruit éclata. Régulier, comme quelqu'un qui tapait doucement. Je me figeai, le souffle coupé. Le bruit venait du couloir. Chaque porte entr'ouverte semblait m'observer. J'eus l'impression que les murs eux-mêmes retenaient leur respiration, comme si la maison vivait. Je sentis ma gorge se serrer. J'aurais voulu courir, mais mes pieds m'entraînaient vers le bruit. Le couloir semblait interminable. Les ombres dansaient sur les murs comme des silhouettes prêtes à se détacher. Je serrai ma lampe torche si fort que mes doigts blanchirent. Et puis, je vis une lueur, faible, dorée. Elle brillait tout au bout du couloir. Elle n'était pas comme ma lampe électrique, non, c'était une flamme.
Je crus d'abord à un feu, mais en avançant, je distinguai mieux une lampe à pétrole posée sur une table. Sa flamme tremble doucement, projetant un halo rassurant au milieu des ténèbres. Et, derrière elle, une silhouette immobile, assise, m'attendait. En le voyant, je m'arrêtai net. Mon cœur battait si fort que je crus qu'il allait bondir hors de ma poitrine. La silhouette bougea lentement. Un visage ridé apparut à la lueur de la bougie. Un vieil homme, voûté, les yeux clairs, presque lumineux. Ses mains parcheminées tenaient la lanterne avec une tendresse étrange, comme si c'était le seul trésor qu'il possédait. Je reculai d'un pas, effrayé. Qui êtes-vous ? Sa voix, grave et rauque, résonna dans la cuisine déserte. Pourtant, elle n'avait rien de menaçant. N'aie pas peur, petit. Approche. La lumière protège. Je sentis mes épaules se détendre malgré moi. La chaleur de la flamme semblait chasser le froid qui me rongeait depuis mon entrée dans la maison. J'avançai, hésitant, jusqu'à la chaise en face de lui. Je m'assis. La lampe entre nous deux battait comme un cœur vivant. La flamme dansait, projetant des ombres étranges sur les murs fissurés. « Pourquoi êtes-vous ici ?» demandai-je d'une petite voix. Le vieil homme baissa les yeux vers la lampe. Son sourire était triste. « Parce que je dois parler. Parce que mes mots n'ont jamais trouvé d'oreille. Jusqu'à toi. » Je restais silencieux. La flamme crépitait doucement, comme si elle ponctuait ses phrases. « Écoute-moi bien, reprit-il. Ce que je vais te dire est important. Plus important que tout ce que tu apprendras ailleurs. » Je hochai la tête, captivé. Le vieil homme inspira profondément, et, dans la lumière vacillante de la lanterne, commença sa confession. Je me souviens que le vieil homme inspira profondément, comme s'il puisait sa force dans la flamme vacillante de la lampe. Ses yeux brillaient, miroitant à la lueur dorée. « J'ai eu une vie éclatante, » commença-t-il. « Oh oui, j'ai traversé des océans, foulé des scènes immenses, rencontré des hommes puissants et des femmes admirées. On me reconnaissait dans la rue, on me serrait la main comme un roi. » Sa voix se fit plus terne, et je pouvais presque voir les images qu'il décrivait. Un grand théâtre illuminé, des centaines de visages tournés vers lui, des applaudissements tonitruants. Puis, une salle de bal où les lustres étincelaient comme des étoiles, où le champagne coulait à flots, où il riait entouré de gens élégants. Il ferma un instant les yeux. Un sourire nostalgique passa sur son visage. C'était grisant. C'était beau. Mais ce n'était qu'une illusion. Sa main tremblante se posa sur la lampe. Il la serra comme on serre un enfant qu'on ne veut pas perdre. Pendant que je courais après les honneurs, une petite fille grandissait sans moi. Ma fille, elle m'attendait, soir après soir, espérant une histoire,
un câlin, une présence. Mais je n'étais pas là. J'étais trop occupée à briller devant les autres. Sa voix se brisa, ses yeux s'embuaient. Je n'ai pas entendu ses premiers mots. Je n'ai pas vu ses premiers pas. Et quand elle est devenue mère à son tour, je n'ai pas su être un grand-père. J'ai manqué l'essentiel. Un silence lourd s'installa. La flamme dansa, projetant sur les murs des ombres qui semblaient se tordre de douleur. Tu comprends, petit? Reprit-il d'une voix faible. La gloire, la richesse, tout ça s'éteint. Ce qui compte, ce sont les cœurs que tu prends le temps d'aimer. Et moi, j'ai oublié d'aimer. Ses yeux cherchèrent les miens. Dans ce regard, il y avait un océan de regrets. Le vieil homme se redressa légèrement. Son dos voûté craqua dans le silence. La lampe tremblotait comme un souffle court. « Promets-moi une chose, » dit-il, sa voix vibrante. « Promets-moi que tu ne referas pas mon erreur. N'oublie jamais que les instants passés avec ceux que tu aimes sont les vrais trésors. Pas les applaudissements, pas l'or, pas les voyages, juste le temps partagé. » Je restais muet. Mes mains tremblaient sur mes genoux. J'étais bouleversée, comme si ces mots me traversaient jusqu'à l'âme. « Promets-moi » répéta-t-il, plus ferme. Je hochai la tête, les yeux brillants. « Je te le promets. » Alors, son visage se détendit. Un sourire doux, presque lumineux, apparut. Ses traits fatigués semblèrent s'alléger. « Merci, » murmura-t-il. Je crus voir ses épaules s'éclairer d'une lueur pâle. Son corps devint flou, presque transparent. Les contours de ses mains s'effaçaient, comme si la flamme de la lampe l'avalait doucement. Je tendis la main vers lui. « Attends !» Mais déjà, sa silhouette disparaissait, avalée par l'ombre. Seule la lampe brillait encore, solitaire, battant comme un dernier cœur. La flamme se réduisit, se contracta, puis s'éteignit dans un souffle presque humain. La cuisine retomba dans une obscurité glaciale. Je restai seule, les larmes aux yeux, avec la promesse brûlante dans ma poitrine. Les années passèrent, mais jamais je n'oubliais ce soir-là. J'étais devenue un adulte, mais en moi, l'enfant qui avait rencontré ce vieil homme vivait toujours. Sa voix résonnait dans mes souvenirs comme une cloche lointaine et son regard me hantait encore dans mes rêves. Un jour, je racontai cette histoire à ma vieille voisine. Elle m'écouta en silence, ses mains jointes sur ses genoux. Quand je terminai, elle resta immobile, puis secoua lentement la tête.
Mon garçon, dit-elle d'une voix douce. cet homme est mort depuis longtemps. Cela fait plus de 30 ans que cette maison est vide. Ces mots tombèrent sur moi comme un seau d'eau glacée. Mort depuis longtemps? Alors, qui m'avait parlé? Je revis son visage ridé, ses yeux brillants, sa voix tremblante. Je revis surtout la lampe battant comme un cœur, éclairant ses regrets. Je compris. J'avais parlé à un fantôme. Depuis ce jour, la maison est restée vide, engloutie par les herbes et le temps. Je n'ai jamais revu la lueur de la lampe. Mais chaque Halloween, quand le vent siffle et que les feuilles volent dans les ruelles, il me semble apercevoir au loin une flamme vacillante. Alors, je ferme les yeux. J'entends encore sa voix. « Promets-moi !» Et je sais qu'il est toujours là, quelque part entre les vivants et les morts, cherchant une oreille attentive. Moi, je l'ai entendu et je garde ma promesse. Toujours. Dans le paisible monde enchanté, la petite sorcière Élise vivait seule dans sa modeste maison, perchée au sommet d'une colline ombragée. Les arbres touffus l'entouraient, mais son cœur désirait ardemment une chose, un ami avec qui partager ses jours et ses secrets. Un matin, tandis qu'elle fouillait son grenier poussiéreux en quête d'objets oubliés, Élise tomba sur un trésor enfoui, un vieux grimoire aux pages jaunies par le temps. Ses yeux brillèrent d'excitation lorsqu'elle découvrit un sortilège mystérieux pour trouver un ami. Le grimoire parlait de rituels énigmatiques et de mots magiques, et Élise se promit de tout apprendre. Assise sur le sol de son grenier, les pages du grimoire défilaient entre ses doigts. Elle commença son voyage vers l'inconnu, vers l'espoir de l'amitié. Une lueur d'excitation illumina son visage alors qu'elle lisait les mots anciens, réalisant que sa quête pour un ami avait enfin commencé. Élise, déterminée à apprendre le sortilège qui lui apporterait un ami, se mit en route à travers la forêt enchantée. Le soleil filtrait à travers les arbres, créant des jeux de lumière sur le chemin forestier. Elle rencontra d'abord une licorne majestueuse qui paissait paisiblement. « Bonjour !» dit Élise. « Je cherche un ami. » La licorne inclina la tête et répondit. Les amis sont précieux, petite sorcière. Mais la vraie amitié ne se trouve pas dans un grimoire. Elle se construit avec le temps et la confiance. Déterminée, Élise poursuivit son chemin. Plus loin, elle rencontra un dragon qui gardait un trésor scintillant. Un ami ? Rugit le dragon. Peut-être que si tu m'aides à protéger ce trésor, je serai ton ami. Élise déclina poliment
et continua son voyage. Puis, un lutin farceur surgit des fourrés. « Cherches-tu un ami ?» demanda le lutin avec un sourire espiègle. « Alors, joue un cache-cache avec moi. Si tu me trouves, je serai ton ami. » Élise accepta le défi, mais le lutin se montra si malin qu'elle ne put jamais le rattraper. Au fil de ces rencontres, Élise apprenait que l'amitié ne pouvait pas être forcée ou gagnée facilement. Elle réalisa que la vraie magie de l'amitié était bien plus complexe que ce qu'elle avait imaginé. Élise se sentait découragée par ces rencontres infructueuses dans la forêt enchantée. Elle décida de monter jusqu'au sommet de la colline pour consulter la chouette sage, une vieille chouette qui était connue pour sa sagesse. Arrivée devant le majestueux chêne où résidait la chouette sage, Élise salua l'oiseau avec respect. La chouette sage cligna de ses yeux sages et l'invita à s'asseoir. « Chère Élise, qu'est-ce qui te préoccupe ?» demanda la chouette. Élise expliqua son désir ardent de se faire un ami et sa quête du sortilège magique. La chouette sage hocha la tête lentement. « L'amitié véritable ne se trouve pas dans les sortilèges, ma chère. Elle réside dans le cœur et l'âme. Cherche en toi-même ce qui te rend digne d'amitié. Sois sincère et authentique. » Élise écouta attentivement les paroles de la chouette sage et sentit une lueur d'espoir naître en elle. Peut-être que la réponse à sa quête n'était pas dans un sortilège, mais en elle-même. Reconnaissante pour les conseils de la chouette sage, Élise redescendit de la colline, prête à poursuivre sa quête d'amitié d'une manière nouvelle, en cherchant en elle-même plutôt que dans les pages d'un grimoire. Élise, maintenant déterminée à chercher l'amitié dans son propre cœur, continua son périple à travers la forêt enchantée. Alors qu'elle explorait un sous-bois paisible, une lueur lumineuse attira son attention. Elle s'approcha lentement et découvrit une petite fée nommée Lila, assise sur une feuille géante en train de lire un livre de contes de fées. Ses ailes scintillaient de couleurs chatoyantes et sa robe était tissée de pétales de fleurs. « Bonjour !» dit Élise timidement. « Je m'appelle Élise et je cherche un ami. » Lila leva les yeux de son livre et sourit chaleureusement. Enchantée, Élise. Je suis Lila, la fée des contes. Les contes sont remplis d'amis, tu sais. Élise se joignit à Lila sur la feuille et les deux commencèrent à discuter. Elles partagèrent des histoires et des rires, découvrant des intérêts communs et des rêves similaires. Les heures passèrent comme des minutes et Élise réalisa qu'elle avait peut-être enfin trouvé l'ami qu'elle cherchait. Les deux amis décidèrent de parcourir la forêt enchantée ensemble, se promettant de vivre de nouvelles aventures et de créer des souvenirs magiques. La rencontre avec Lila marqua un tournant dans la quête d'Élise. Et elle comprit que l'amitié véritable se trouvait dans les liens du cœur plutôt que dans les pages d'un grimoire.
Élise et Lila, désormais inséparables, décidèrent de chercher le sortilège de l'amitié ensemble. Elles traversèrent des contrées magiques, escaladèrent des montagnes brumeuses et explorèrent des forêts enchantées remplies d'animaux magiques. Leur dialogue était empreint de détermination et de complicité. Un jour, alors qu'elles atteignaient le sommet d'une cascade argentée, Élise découvrit une fleur rare et étincelante, l'un des ingrédients essentiels du sortilège. Lila, quant à elle, trouva une plume d'oiseau phénix, une composante magique du sortilège aussi. Leurs yeux brillèrent d'excitation alors qu'elles comprenaient qu'elles se rapprochaient de leur objectif. Sous le clair de lune, Élise et Lila se tinrent devant un autel ancien et mystique. Elles récitèrent les incantations du grimoire et mêlèrent les ingrédients avec soin. Un éclat de lumière dorée survint tout à coup et enveloppa les deux amies. Un lien magique se tissa entre elles, renforçant leur amitié. Le sortilège de l'amitié était désormais accompli. Élise et Lila se regardèrent, leur cœur se remplissant de joie. Leur lien était désormais indéfectible et elles savaient que leur amitié était la plus grande magie de tous. Main dans la main, elles poursuivaient leur aventure, désormais prêtes à partager la magie de leur amitié avec le monde entier. Élise et Lila poursuivirent leur voyage à travers la forêt enchantée, main dans la main, sifflotant et le sourire aux lèvres. Chacune de leurs rencontres était une nouvelle aventure remplie de magie et de surprises. La surprise et la magie de l'amitié. En chemin, elles croisèrent un arbre géant qui était en train de perdre ses feuilles. Élise utilisa sa magie pour aider l'arbre à retrouver sa beauté, tandis que Lila chanta une chanson pour le remercier. En retour, l'arbre leur offrit un abri pour la nuit, les protégeant des éléments tels que le vent et la pluie. Plus tard, elles rencontrèrent un groupe de petits lutins qui s'étaient perdus. Élise et Lila les guidèrent à travers le labyrinthe de la forêt et partagèrent leur dîner avec eux. Pendant le repas, les lutins rirent et dansèrent, exprimant leur gratitude et leur joie d'être de retour chez eux. À chaque pas de leur voyage, Élise et Lila découvraient que leur amitié apportait de la magie et du bonheur à tous ceux qu'elles rencontraient. Elles savaient désormais que leur lien spécial était le plus précieux de tous les trésors et de toutes les quêtes. Alors que le soleil se couchait sur la forêt enchantée, Élise et Lila continuaient leur aventure, prêtes à vivre de nouvelles expériences et à partager leur amitié magique avec le monde entier et pour toujours. Voyage à travers l'histoire. La vieille maison en briques de Storyville semblait encore plus mystérieuse ce jour-là. Mia, Ben, Emma et Lucas, 4 amis inséparables, étaient en train d'explorer le grenier poussiéreux. Lucas découvrit un vieux livre relié en cuir sous un tas de vieux vêtements. Mia s'exclama. « Regardez ce livre!
il a l'air vraiment ancien. » Elle le prit dans ses mains et souffla la poussière qui l'enveloppait. Les pages jaunies semblaient prêtes à se désintégrer. Ben observa attentivement le livre et demanda: « Tu crois que c'est un grimoire magique ?» Lucas rit. « Probablement pas, Ben. Ça ressemble à un vieux bouquin poussiéreux. » Emma, curieuse comme toujours, dit: « Peut-être qu'il y a quelque chose à l'intérieur. » Elle ouvrit le livre délicatement. Les pages se mirent à briller d'une lumière mystérieuse et les 4 amis se retrouvèrent soudainement projetés dans un tout autre monde, sans savoir ce qui les attendait. Les enfants atterrirent brusquement dans un paysage préhistorique. Des fougères géantes s'élevaient autour d'eux et un énorme brachiosaure les dépassait de loin. Mia, les yeux écarquillés, balbutia: « Mais on dirait que nous sommes à l'époque des dinosaures !» Ben, toujours aventureux, s'exclama: « C'est incroyable! Regardez ça! Des vrais dinosaures !» Emma, prudente, dit: « Restons calmes, nous ne savons pas ce qui nous attend par ici. » Soudain, un petit dinosaure à plumes vint vers eux. Il ressemblait à un vélociraptor, mais plus amical. Il poussa des petits cris et les enfants eurent l'impression qu'il essayait de communiquer. Lucas, en inclinant la tête, dit: « Je crois qu'on doit le suivre. » Ils suivirent le dinosaure à travers une jungle préhistorique, découvrant un monde fascinant rempli de créatures gigantesques et de plantes exotiques. Leur aventure commençait à peine et ils ne savaient pas encore où les mènerait cette époque pleine de mystères. Après avoir tourné une autre page, les amis se retrouvèrent sous un ciel étoilé au bord du Nil à l'époque de l'Égypte ancienne. Ben, émerveillé, dit: « Nous sommes en Égypte! Regardez les pyramides !» Mia observa les gens habillés en tuniques et chapeaux coniques. « C'est comme si nous étions dans un film historique !» Emma remarqua un groupe d'enfants qui écrivaient sur des tablettes d'argile. « Regardez, ils sont en train d'écrire en hiéroglyphes !» Un jeune garçon égyptien s'approcha d'eux, souriant. Il parla dans une langue qu'ils ne comprenaient pas, mais avec des gestes, il leur montra comment dessiner des hiéroglyphes sur de l'argile. Lucas, en train de sculpter une figurine, demanda: « Comment font-ils ça sans stylo ni crayon ?» Le jeune Égyptien expliqua: « Nous utilisons des roseaux taillés comme des pinceaux. C'est ainsi que nous écrivons depuis des millénaires. » Ils passèrent leur journée à apprendre les coutumes égyptiennes, à explorer les marchés animés et à admirer les monuments anciens. Cette époque égyptienne était remplie de merveilles et ils étaient impatients de voir où les mènerait leur prochaine aventure à travers le livre magique. Hop, ils tournèrent une autre page. Le tourbillon magique les emporta à nouveau, les déposant dans une place pavée entourée de bâtiments ornés de statues et de fresques. Les costumes colorés de la Renaissance italienne étaient partout. Ben, ébloui, dit: « C'est comme si nous étions dans un tableau de Léonard de Vinci. »
Mia pointa vers un jeune artiste qui travaillait sur une toile. « Regardez, cet homme peint comme un maître !» Le peintre s'approcha, souriant, et en italien, il se présenta. « Je suis Leonardo. Vous êtes les bienvenus dans notre Florence artistique. » Emma, fascinée, demanda. « Pouvez-vous nous apprendre à peindre comme vous ?» Leonardo hocha la tête et avec des gestes habiles, il leur montra comment mélanger les couleurs, comment tracer des lignes douces et comment capturer la beauté de la nature. Lucas, en train de peindre un paysage, s'exclama. « C'est incroyable! Nous sommes en train d'apprendre à peindre de l'un des plus grands artistes de tous les temps. » Ils passèrent des jours à créer des chefs-d'œuvre, à explorer les galeries d'art et à s'immerger dans la créativité de la Renaissance. Chaque moment était une découverte et le livre magique continuait de les surprendre avec de nouveaux mondes à explorer. La prochaine page du livre magique les propulsa dans une scène chaotique. Ils se trouvaient au milieu d'une ville minière en pleine effervescence. Des hommes barbus en salopettes s'affairaient partout, tandis que des chariots transportaient des blocs de roche. Mia, étonnée, s'écria. « On dirait que nous sommes au temps de la ruée vers l'or. » Ben, levant une pépite d'or, dit. « Regardez ce que j'ai trouvé. » Emma remarqua un groupe d'hommes assis autour d'un feu de camp. « Ils ont l'air épuisés. Demandons-leur ce qui se passe. » Lucas s'approcha et dit. « Salut, nous sommes de passage. Que se passe-t-il ici ?» Un homme barbu leur expliqua avec un accent robuste. Nous recherchons de l'or, les amis. On creuse, on pioche, et on espère trouver de la fortune sous terre. Mia demanda. Pouvons-nous essayer ? Les mineurs leur prêtèrent des outils et leur montrèrent comment creuser. Les amis se mirent au travail, découvrant la dure réalité de la recherche d'or. C'était une époque difficile, mais ils apprirent l'importance du travail acharné et de la persévérance, même dans les moments les plus difficiles de l'histoire. Un autre tourbillon mystérieux les emporta et les déposa sur le pont d'un navire en pleine mer. Des drapeaux à tête de mort flottaient au vent et l'air était rempli de l'odeur salée de l'océan. Ben, avec un sourire audacieux, s'exclama. « Nous sommes sur un bateau de pirates !» Mia, inquiète, observa l'équipage éclectique. « Ces pirates ont l'air dangereux !» Emma, curieuse, demanda à un marin. « Pouvez-vous nous dire où nous sommes ?» Le pirate, un peu étonné, répondit. « Vous êtes sur le Black Pearl, en plein âge de la piraterie, mes amis !» Lucas, jetant un coup d'œil sur le trésor scintillant, dit. « Ce trésor est incroyable !» Le capitaine, surnommé Redbird à cause de sa barbe écarlate, s'approcha. « Bienvenue à bord, jeunes aventuriers. Vous êtes prêts à vivre une vie de piraterie ?» Les enfants apprirent à manier l'épée, à grimper dans les mâts et à naviguer sur les mers tumultueuses. Ils découvrirent la camaraderie et l'excitation de la vie de pirate, même si elle comportait son lot de dangers. La page suivante du livre magique les mènerait-elle vers une autre aventure audacieuse ? Le prochain tourbillon les déposa dans une ville en pleine ébullition.
Des cheminées crachaient de la fumée, des trains sifflaient et des usines bourdonnaient d'activité. Ben, intrigué, dit « Nous sommes dans une époque de machines et d'industrie ?» Mia, en observant les ouvriers, remarqua que « Ils ont l'air occupés. Voyons si nous pouvons en apprendre davantage. » Ils s'approchèrent d'une usine où un jeune inventeur nommé Thomas travaillait sur une machine étrange. Lucas demanda « Qu'est-ce que c'est ?» Thomas, enthousiaste, répondit « C'est une machine à vapeur. Elle va révolutionner le monde. Permettez-moi de vous montrer comment elle fonctionne. » Emma, fascinée par les engrenages et les courroies, dit « C'est incroyable, toutes ces machines !» Thomas les emmena dans une visite de l'usine où ils découvrirent comment les inventions de l'époque transformaient la société. L'ère industrielle était un mélange de progrès passionnants et de défis à relever, et les amis étaient ravis de faire partie de cette époque unique. Où les emmènerait le livre magique ensuite? Le tourbillon magique les transporta une fois de plus, et cette fois-ci, ils se retrouvèrent dans un endroit très différent. Autour d'eux, des engins spatiaux s'élevaient vers les étoiles, et la Terre semblait une petite boule bleue dans l'immensité de l'espace. Ben, émerveillé, dit « Nous sommes dans l'ère spatiale !» Mia, en regardant les astronautes s'entraîner, s'exclama « Regardez-les, ils vont dans l'espace !» Emma, curieuse, demanda à un astronaute une combinaison spatiale. « Comment faites-vous pour vivre dans l'espace ?» L'astronaute, flottant légèrement, répondit « C'est tout un défi. Nous nous entraînons dur pour cela. Venez, je vais vous montrer comment fonctionne la gravité zéro. » Lucas, en train de flotter dans la cabine, dit « C'est incroyable, nous sommes sur le point de quitter la Terre. » Ils assistèrent à un décollage de fusée et à des expériences en apesanteur. L'exploration spatiale était un mélange d'excitation et de défis scientifiques, et les amis étaient impatients de voir ce que leur réservait la prochaine page du livre magique. Le voyage à travers le livre magique les ramena doucement à leur époque d'origine. Ils se retrouvèrent dans la chambre de Mia, entourés de poussière de voyage dans le temps. Mia, en touchant la poussière qui flottait dans l'air, dit « Nous sommes de retour chez nous. » Ben, regardant autour de lui, ajouta « Nous avons tellement appris durant notre voyage. » Emma, en souriant, dit « Chaque époque était unique et nous avons rencontré des personnes incroyables. » Lucas, en regardant le livre magique, s'exclama « Ce livre nous a offert des aventures inoubliables. » Ils s'installèrent sur le sol de la chambre, se remémorant leur voyage à travers le temps. Chaque époque avait été une expérience unique, une fenêtre sur le passé et le futur. Le livre magique reposait désormais à côté d'eux, prêt à les emmener dans de nouvelles aventures quand ils le souhaiteraient. Les 4 amis se sont réunis autour du livre magique dans la chambre de Mia, l'air pensif. Ben, en regardant le livre, s'exprima. « Ces aventures étaient incroyables, mais que faisons-nous maintenant ?» Mia lui répondit. « Le livre est toujours là.
nous pourrions continuer à voyager dans le temps. Emma ajouta, mais nous avons aussi beaucoup appris sur notre propre époque. Lucas, en caressant le livre, dit, peut-être que nous devrions garder les livres en sécurité pour l'instant, pour ne pas perturber davantage l'histoire. Ils décidèrent ensemble de ranger le livre dans un endroit sûr, sachant qu'il était une porte vers d'infinies aventures temporelles. En fin de compte, ils avaient compris que le véritable trésor était leur amitié et les expériences partagées. Le livre magique restait un mystère, mais ils avaient tout le temps du monde pour le découvrir. Un chapitre à la fois. Et c'est ainsi que se termine cette histoire. J'espère qu'elle t'aura plu. À bientôt. Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule